la lumière soit. Et la lumière fut. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel et les étoiles et les planètes. Le troisième jour, Dieu créa Lynn Renault, ce qui nous explique avec le recul qu'elle soit moins fraîche aujourd'hui. Le quatrième jour, Dieu dit que la terre soit. Et la terre fut avec ses ruisseaux pleins de gaieté, les arbres pleins d'oiseaux et les animaux pleins de poils. Alors vint le cinquième jour et Dieu créa la mer profonde aux multiples rivages, aux abysses infinis, où, tandis que le requin chasse, le mérou pète. Le sixième jour, enfin, Dieu contempla son œuvre et se dit soudain que toute cette splendeur ne servirait à rien s'il n'y mettait un être supérieur qui pourrait dominer ce trésor inépuisable. Alors Dieu dit que l'homme soit... Et le con fut. Mais l'ignoble, l'immonde, le chafouin, le répugnant, la femme, la bête, le monstre, Satan, Méphistophèle, Belzébuth, le malin, le diable veillait. Il était laid comme un concerto de Schoenberg. habilement grimé en vipère commune, il se cacha dans l'arbre aux fruits défendus. Quand Ève passa sous l'arbre, il laissa glisser son corps glacé autour du cou diaphane de la pulpeuse jeune femme dont les seins lourds auraient joué librement sous un léger corsage de soie, si elle avait porté un corsage de soie. « Femme, dit le diable, prends ce fruit superbe, gorgé des 1000 sucs, divins, de l'éternel paradis. » Miam miam, dit Ève en croquant dans la golden maudite. C'est tellement bon que c'est presque un péché. Elle en fit croquer un morceau à son concubin. Alors la colère de Dieu fut terrible. Et c'est depuis ce jour-là que l'homme à jamais chassé de l'Éden doit racheter sa faute par le travail. Dieu est peut-être éternel, mais pas autant que la connerie humaine. Travaillons donc à rentabiliser la colère de Dieu. Les enfants sont des cons. W.C. Fields disait « Quelqu'un qui n'aime pas les enfants ne peut pas être tout à fait mauvais. » Enfin, moi, je ne sais pas si M. Fields avait raison. Enfin, tout ce que je sais, c'est que le bon Dieu l'a puni en lui donnant un prénom de chiotte. Eh bien, c'est bien fait. Et d'abord, qu'est-ce qu'un enfant? Comment reconnaître un enfant d'un adulte, à part la taille? Eh bien, nous constatons que la femme est souvent pour l'homme un agréable compagnon de jeu. Oh non, mais on cite notamment le cas reconnu médicalement de nombreux hommes qui ne peuvent connaître de plaisir sexuel qu'avec des femmes. Comme ce gardien de phare, Pimpollet, Yvon Le Poignet, qui ne pouvait pas rester plus de 6 mois d'affilée à son poste de travail, malgré la conscience professionnelle avec laquelle il astiquait son phare. Naufrage. Il lui fallait absolument revenir périodiquement à terre pour se livrer sur la personne de son épouse à des gesticulations spasmodiques dont la seule évocation me soulève le cœur. De même qu'il ne peut pas vivre sans oxygène, l'homme ne peut pas vivre sans femme. L'oxygène permet à l'homme de respirer un coup, la femme permet à l'homme de tirer un. Valence, un peu bourré. Je dois dire, on s'était arrêté près de Lyon chez la mère Triplou pour goûter ses pieds de mouton marinés au martini, arrosés d'un Boulaouane 75. Ah, c'est une merveille. À l'aller, vendredi soir, on avait été pris sous une pluie battante dans un bouchon de 150 km à partir du tunnel de Fourvière. Les gens, ils se battaient à coups de cric. Les enfants hurlaient, il y avait du vent, la boue, des corbeaux écrasés, le résultat du top 50 et c'est Jérôme à la radio. On a mis plus de 10 heures à faire Paris-Lyon. Enfin bref, bon, c'était super. Retour, même topo, même temps, autant de monde, autant de bouchons, le double de corbeaux écrasés. Et en près de Chao, il y a un type
en Volvo qui a embouti le coffre du 205. Il y avait un coquère dans le coffre. Ne raconte pas la bouillie. J'ai dit à Sabrina, mais alors on s'arrête, on prend des photos. J'ai pris la petite fille de la 205 qui pleurait en portant les morceaux du chien. En couleur, c'est génial. Mais les comptes-parents, ils ont voulu me casser la gueule, alors on est reparti. Les gens n'ont pas d'humour. Ok, alors Pierre Desproges, il a fait ce texte-là exactement avant de mourir, comme la plupart des gens d'ailleurs qui ont écrit avant de mourir, sauf ceux qui réussissent à écrire depuis l'au-delà. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif d'ailleurs à ce que les auteurs nous disent de l'au-delà. Parce qu'il y a de l'eau qui tombe et il y a de l'eau de là. Et l'au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, les grands écrits nous reviennent au nez, les grands écrits nous reviennent aux oreilles. Et c'est ce qui se passe avec Pierre Desproges, c'est-à-dire que ce type, il n'a pas seulement été un grand comique, un animateur radio ou un type qui faisait de la télévision, c'est un type qui a écrit, c'est un auteur. Vous savez qu'à la Mousson d'été, on aime les auteurs. Et bien, Desproges, on en a. Des jeunes Desproges à la Mousson d'été. Venez cet été à l'abbaye des Prémontrés entre le 23 et le 29 août, voir ce qu'on fait avec les jeunes auteurs. Et donc, il y a peut-être des jeunes Desproges, comme c'était le cas ce soir, avec une salle comble, des gens qui sont venus voir ce que c'était que le comique français dans la grande tradition de Flaubert, mais par ailleurs avec une modernité, une acuité et un côté un peu péremptoire peut-être dans la façon de faire rire, mais en tout cas quelque chose de sévère et sérieux qui fait que Pierre Desproges est devenu un grand auteur éternel. Mais là, on s'est encore plus vraiment marré, c'est après, quand c'était notre tour au péage, j'ai dit à Sabrina, tu fermes ta gueule, tu me laisses causer, là, Sabrina va vraiment se marrer. On arrive à la hauteur du péage, je donne mon ticket, il affiche en rouge 92 francs. Ça fait combien, hein? Que j'ai demandé, hein? L'autre, il se réveille, ce qui n'était plus arrivé depuis le matin. Ben vous voyez bien, monsieur, que la somme est inscrite sur le voyant, vous devez 92 francs. Oh la vache, mais c'est pas donné, hein! Oh la vache, c'est cher que je dis en filant un coup de coude complice dans les nichons à Sabrina. Alors les auteurs, ils commençaient à s'énerver. Écoutez, monsieur, hein, vous n'êtes pas tout seul, arrêtez vos conneries, vous devez 92 francs. Écoutez, non, monsieur, c'est trop, hein. Moi, à 90, je prends, et encore, vous faites une affaire, hein. Monsieur, vous me donnez 92 francs ou j'appelle la police? Bon alors, 91, et c'est mon dernier mot. Sabrina, elle est écroulée. Alors, derrière, il commence à klaxonner comme des dingues. Enfin, surtout l'ambulance qui n'arrivait pas à changer de... Bon alors finalement, je lui ai donné ses 92 francs à ce qu'on met, et j'en ai profité quand même pour lui balancer le contenu du cendrier dans la gueule. Ah non mais quoi, c'est vrai? Les gens n'ont pas d'humour. Heureusement, sur le pont de Saint-Cloud, j'ai réussi à rattraper l'ambulance. Je lui ai fait une queue de poisson. Il s'est encastré dans un réverbère. Oh, ça nous a remonté le moral. Pourquoi moi j'ai tenu à jouer ce soir? Bon, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que moi je suis d'abord un acteur, avant d'être un metteur en scène. Ensuite, que j'ai envie de jouer avec Catherine Matisse, qui est une grande actrice. Et la troisième raison, c'est que j'avais envie aussi de faire entendre certains textes de Pierre Desproges. Et puis il se trouve qu'avec Bruno Ricci, qui est aussi un metteur en scène, un acteur, qui est venu me donner un sérieux coup de main pour mettre en place toute cette affaire, on s'est dit que c'était important que moi je l'interprète, que je me cache pas derrière mon petit doigt, et que, comme c'est le cas, je crois, peut-être parce que je suis un petit peu enveloppé, que je mouille le maillot un petit peu pour la Lorraine, et que je sois pas seulement en train de faire du spectacle en tant que directeur et metteur en scène, mais aussi en tant qu'acteur, et pour essayer de passer ce que je sens, transmettre ce que je sens comme énergie et comme vibration autour de l'écriture de Pierre Desproges, et comme c'était le cas aujourd'hui, partager ce bonheur avec les Mussy-Pontins. La nouvelle vient de tomber. Sèche, hein, aride, en 3 mots. Dieu est mort. Dieu s'est éteint il y a moins d'1 heure en son domicile paradisiaque à la suite d'une longue et cruelle maladie. Il était âgé de... Il était âgé. Il est encore trop tôt pour mesurer pleinement la portée de cette disparition dont les conséquences pèseront sur l'humanité tout entière. Tout ce que l'on peut dire actuellement, c'est que le gouvernement, réuni en séance extraordinaire moins d'1 heure après avoir appris la nouvelle, a décidé, en signe de deuil,
d'interrompre pendant un quart d'heure la vente des armes que la France envoie traditionnellement au tiers-monde afin de contribuer en bonne place au génocide international. D'autre part, les drapeaux seront mis en berne sur l'ensemble du territoire français. Et la deuxième chaîne de télévision diffusera dès ce soir, en hommage à Dieu, le chef-d'œuvre de Robert Bresson. Dieu sifflera 3 fois, avec Louis de Funès dans le rôle du gendarme. Enfin, par chance, si j'ose dire, dès que la nouvelle de la mort de Dieu a été rendue publique, un homme s'est proposé spontanément de venir avec nous évoquer la mémoire de l'auteur du ciel et de la terre. Il s'agit d'Henri de Nazareth. Vous pouvez m'appeler Riton. Riton de Nazareth, qui a très bien connu Dieu. Ah, en effet, n'est-ce pas? Non, j'ai très très bien connu Dieu puisque nous étions parents. J'étais le beau-frère à sa femme. Vous n'êtes pas sans savoir que Dieu avait un fils. Eh bien, sa mère, Marie l'Immaculée, la femme de Dieu, hein, vous me suivez, avait un oncle dont le cousin germain du beau-frère de la Bru était un l'Immaculé, lui aussi. Moi, je suis donc, par alliance, le beau-frère de la femme à Dieu. Comment était Dieu dans la vie courante? On dit qu'il était resté très simple. Dieu était infiniment bon et infiniment aimable, comme il est très justement dit dans sa biographie. Ce qui frappait d'emblée chez Dieu, c'était son égalité d'humeur, même quand il lui arrivait de déconner. Car il déconnait. Divinement, certes, mais cela lui arrivait. Souvent. Ah oui, quand même. La peste, Dachau, Hiroshima, tout ça, c'était lui. Même la défaite de Nancy contre Saint-Étienne, c'était lui. Il ne faut pas vraiment le dire. Ah oui. Riton de Nazareth, vous avez vécu dans l'intimité de Dieu. Était-il heureux? Je vous arrête tout de suite. Il est faux de dire que j'ai vécu dans l'intimité de Dieu. C'est mon beau-frère qui est au ciel. Lui, mon beau-frère, il a très très bien connu Dieu. Ah oui, c'est vrai. On dit même que votre beau-frère était assis à la droite de Dieu. Oui, c'est normal, c'est la place du mort. Vous me demandiez si Dieu est heureux, ben, je vais vous faire une révélation qui ne manquera pas de surprendre. Hein. Dieu, finalement, n'était heureux qu'en mangeant des nouilles. Dieu adorait les nouilles. L'œuvre de Dieu était immense, parce que je le rappelle, c'est lui qui avait créé le ciel, enfin la terre, les étoiles, enfin vous me coupez hein, si je me trompe. C'est exact. Le ciel, la terre, les étoiles, mais les nouilles aussi. Hein. Enfin, l'univers entier fut créé par Dieu, n'est-ce pas? Mais maintenant que Dieu est mort, à qui va aller cette immense fortune? Dieu avait pris toutes ses précautions. Avant de mourir, il avait fait mettre l'essentiel de son œuvre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une dernière question. Henri de Nazareth, que va devenir le monde sans Dieu? Riton, c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée. Je pense qu'il faut voir la vérité en face. Hein. Donc, Dieu est mort. Il va nous falloir faire avec. Sans. Plaît-il? Dieu est mort, il va nous falloir faire sans, enfin, pas avec. Écoutez, moi, je vous ai pas interrompu, alors s'il vous plaît, je vous en prie, quoi. Dieu est mort, il va falloir nous y habituer. Hélas, moi, sans Dieu, je prévois le pire. Dans un monde sans Dieu, les hommes vont avoir à supporter les bombes à neutrons, les cancers du poumon, les femmes infidèles. Les impôts, l'augmentation du prix du caviar chez Petrosian, la famine dans le tiers-monde, et puis au bout de tout ça, la mort. La mort? Non, la mort. Oh, nom de Dieu. Je vous en prie. Alors, Françoise Sagan, comment ça va la petite santé? Très bien, très bien. Ça va très bien, merci. Et alors, vous allez bien? Ah oui, très bien, ça va très bien. Et
Donc il n'y a pas de problème Un léger rhume comme tout Paris. Et qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Parce que Tiens, ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal comme tissu. C'est quoi comme tissu ce truc-là? Je sais pas, c'est un mélange de toile, de flanelle, de drap, enfin je sais pas quoi, c'est un... Ça pluche pas? Non, ça pluche pas, c'est un tissu assez sec, oui. Des proches, il est assez inclassable. Moi, je dirais qu'il fait partie des grands auteurs français du XXe siècle, que c'est quelqu'un dont on va de plus en plus parler. Toute une jeune génération, tu vois, par exemple, il y avait Matteo, le fils de Bruno Ricci, qui était là ce soir, c'est un môme qui a 17 ans, il adore ça, il rit de ça. Donc des gens qui ont 15, 16, 17 ans, 18 ans rient de Pierre Desproges, ça veut dire que toute une nouvelle génération découvre l'auteur et ne sont pas du tout influencés ni par le petit rapporteur, ni par quoi que ce soit de télévisuel, et c'est simplement la qualité des textes qui fait la différence, l'humour, l'endroit où le mec se situe, sa capacité de rire de beaucoup de choses, de rire de la maladie, de rire de la vieillesse, la capacité de nous transmettre le sens de l'humour, messieurs, dames. Sachez rire de tout, mais pas avec n'importe qui, comme le disait. Docteur, je trouve que vous avez mauvaise mine. Approchez pour voir. Mettez-vous un peu dans la lumière. Ah. Ouh là 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 là. Eh ben dites donc, déshabillez-vous pour voir. Ouh là là. Ouh là 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 là. Respirez, cessez, respirez, cessez, respirez. Respirez. Ah ben je sens comme une petite boule par là. Alors ça c'est amusant. Rhabillez-vous, docteur. J'espère que ce n'est pas grave. S'inquiéta-t-il en me suppliant des yeux, avec ce bon regard de chien battu, brisé d'angoisse et submergé d'incompétence qui brouille la vue des cancéreux potentiels quand ils attendent le verdict de l'infaillible comte. Soucieux de ménager mes effets avant de répondre, je pris tout mon temps. C'est grave. Répéta-t-il. Hein? Mais non, c'est rien du tout. Seulement par précaution, n'est-ce pas, nous allons faire quelques petites radios avant d'envisager une petite chimiothérapie et de pratiquer l'ablation totale du foie, de la rate et du gros intestin. Voilà, c'est 1200 francs. Ragaillardi par le résultat optimiste de cette première consultation, je suis allé voir le docteur Brouchard, en qui j'ai pleinement confiance. Il m'a vu naître. Je l'ai vu naître. Nous sommes vus naître. Après m'avoir ausculté de fond en comble avec une extrême minutie, le docteur Brouchard a dit: Pierre, mon vieux, mon pauvre vieux. Alors écoutez, docteur, soyez franc. J'ai besoin de savoir. Docteur, je veux toute la vérité. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. De toute évidence, vous êtes atteint d'une... d'une maladie à évolution lente, caractérisée par une dégénérescence des cellules... Écoutez, docteur, arrêtez, soyez franc. J'ai un cancer. Ah non, je n'ai pas dit cela, c'est-à-dire que non, enfin non, non, je ne dis pas cela. Mais vous dites irréversible, donc c'est mortel, c'est donc bien un cancer. Docteur, il me reste combien de temps? Eh bien oui, vos jours sont comptés, enfin dans le meilleur des cas, enfin à mon avis, vous en avez encore pour 30 à 40 ans, enfin maximum. Bah, si c'est pas un cancer, quel est le nom de cette maladie? Bah, c'est la vie. La vie? Vous voulez dire que je suis vivant? Ouais, oui, hélas. Vivant? Mais où est-ce que j'ai pu choper une pareille saloperie?
C'est malheureusement héréditaire. Enfin, je ne dis pas ça pour tenter de vous consoler, mais c'est une maladie très répandue dans le monde. Il est à craindre qu'elle ne soit pas vaincue de sitôt. Ce qu'il faudrait, c'est rendre obligatoire la contraception pour tout le monde. Ce serait la seule prévention réellement efficace. Mais les gens ne sont pas mûrs, ils forniquent à tire-larigot, sans même penser qu'ils risquent à tout moment de se reproduire. Et de contribuer ainsi à l'épidémie de vie qui frappe le monde depuis des lustres. Oui, bon, d'accord, docteur, mais moi, en attendant, moi, qu'est-ce que je peux faire, docteur? Parce que j'ai mal, docteur. Avant l'issue finale, vos troubles physiques et mentaux iront s'aggravant de façon inéluctable. Enfin, en ce qui concerne les premiers, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez vous rétrécir, vous raccourcir, vous coincer, vous durcir, vous flétrir, vous allez perdre vos dents, vos cheveux, vos yeux, enfin vos oreilles, votre bouche, votre prostate, vos lunettes. Enfin, cependant, une défense naturelle qui permet à ceux qui la possèdent de supporter relativement bien la vie en s'auto-suggérant qu'elle a un sens et qu'ils sont immortels. Soyons quand même sérieux, docteur!